Bonsoir, vous êtes bien en direct de l'AFA, de la Maison des Mickey, au siège de l'association François Petit, AFA Cron RCH France. Et donc, bienvenue pour cette premier opus, en tout cas, des directs de l'AFA. Alors ce soir, nous recevons Marian Kavicki, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petits points techniques. Nous sommes en début de conférence. Vous avez 3 onglets dont vous pouvez chatter. Donc, vous avez des liens avec des infos que vous allez recevoir tout au long de la soirée. Vous pouvez poser des questions en direct au Dr Kavicki. Vous aurez les réponses après la conférence. Vous avez une présentation qui va être faite pendant environ 20-30 minutes. Et ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, en direct, je vois que déjà, les questions pleuvent. Vous pouvez voter sur des questions qui sont déjà posées. Vous regardez ça sur les petits onglets qui sont au-dessus de votre écran. Toute la soirée, vous allez avoir aussi des sondages. Vous pouvez répondre aux sondages de l'AFA. Marion, qui est à la technique, nous a préparé quelques petits sondages. Donc, n'hésitez pas. Chaque fois que vous regarderez un point rouge en haut de l'onglet, c'est qu'il y a un nouvel élément. C'est l'AFA qui cherche à communiquer avec vous. Donc, n'hésitez pas à regarder les questions posées par les internautes. Vous êtes aujourd'hui à peu près 600 à être connectés en face de nous. C'est assez impressionnant. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté, Marian Kavicki, cette première soirée. Donc sur un sujet qui est plébiscité par nos malades. Donc il faut dire que vous avez été le seul, il y a quelques années, à répondre aux sollicitations de l'AFA, des malades qui se posaient des questions sur la fatigue. On va parler plutôt des fatigues ce soir. Et en tout cas, je vous remercie puisque c'est vous qui avez lancé toutes ces conférences et puis travaillé sur tous les outils qui sont disponibles aujourd'hui à l'AFA. Donc, je vais vous donner la parole et puis j'espère que vous aurez beaucoup de questions, bien sûr, mais aussi, pardonnez-nous, ce sont les joies du direct, donc on va les subir avec vous et j'espère que tout va bien se passer. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à très vite. Donc, Marian, c'est à vous. Merci Alain, merci Marion, et puis merci à l'AFA de m'avoir invité. Je suis très honoré d'essuyer les plâtres, effectivement, de ces premières conférences web sur un sujet classique maintenant pour l'AFA et malheureusement fréquent pour les patients. Mais vous verrez que c'est pas si simple de répondre aux questions. Les questions, elles sont, je vais essayer de répondre à 4 questions. Les questions viennent d'elles-mêmes. En revanche, les réponses ne viennent pas d'elles-mêmes du tout. On va essayer de définir la fatigue ou les fatigues. On va essayer d'évaluer, ou on va réfléchir à comment évaluer sa fatigue. On va évidemment réfléchir à quoi est due la fatigue ou quels sont les facteurs associés à la fatigue. Et puis, on essaiera de réfléchir, mais peut-être me donnerez-vous, vous, vos pistes, vos idées, vos petits trucs à comment soulager ou prévenir cette fatigue. Les définitions, vous avez, j'imagine, la vôtre, vous ressentez votre fatigue et quand on regarde un petit peu dans la littérature, c'est pas si simple de définir la fatigue. J'en ai retenu 2 qui me paraissent assez pragmatiques. Celle de Horn en 2002 qui définissait la fatigue comme une plainte qui résultait finalement du déséquilibre entre ce qui doit être fait et ce que l'on peut faire, et je me suis permis de rajouter ou ce que l'on voudrait faire. Et puis, tout simplement, celle de Wikipédia qui est intéressante parce que il nous explique que la fatigue est un état résultant de contraintes physiologiques, mais également psychologiques. Et là, on rentre dans un domaine que l'on va aborder tout à l'heure, c'est-à-dire la composante psychologique de la fatigue, qui aboutit à une diminution des performances physiques, donc ce qu'on est capable de faire physiquement, mais également cognitive, c'est-à-dire la capacité de se concentrer, de réfléchir, de lire, de travailler. Alors, Alain vous l'a un petit peu dit, déjà, il y a sûrement des fatigues. On peut tous être fatigués pour des raisons normales, physiologiques, des questions sur lesquelles on ne réfléchit même pas. Si vous avez fait un effort physique important, si vous avez fait la fête, peu dormi, eh ben, il est normal d'être fatigué. Et en général, ces fatigues-là sont améliorées par le repos. Et puis, il y a tout un cortège de fatigues pathologiques qui, elles, sont peu ou pas améliorées par le repos. Ce sont les fatigues organiques, c'est-à-dire celles qui sont directement liées à une maladie. Les fatigues fonctionnelles ou psychologiques, c'est-à-dire qui sont liées finalement à des syndromes d'anxiété un petit peu excessive, de dépression ou de presque dépression. Et dans la dépression, un des marqueurs, un des signes premiers, c'est la fatigue.
Et puis, il y a sans doute des pathologies qui associent ces deux sortes de fatigue, et parmi elles, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et juste pour en dire un petit mot, également probablement le syndrome de la fatigue chronique, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Alors, évaluer sa fatigue, on peut tous dire, je suis un peu fatigué, beaucoup fatigué, très fatigué aujourd'hui, mais dans les études, ou si on veut étudier l'évolution d'une fatigue chez un individu donné au cours du temps, ben, il nous faut des marqueurs un petit peu plus fiables. Alors, il y a quelque chose de très simple, qui est l'échelle visuelle analogique. Vous la connaissez sûrement, c'est cette petite réglette que vous faites varier entre 0 et 10, entre pas fatigué du tout et très fatigué. Et puis, on a des outils un peu plus fins, un peu plus performants, mais qui sont aussi plus rébarbatifs à remplir parce qu'il y a de nombreux items. C'est le Facit F. Alors, ce Facit F, il est disponible en ligne sur l'application Mickey Connect et ça vous permet de renseigner cette fatigue, de la suivre au cours du temps et pourquoi pas de revenir vers votre praticien avec des datas, avec des données à peu près chiffrées sur l'évolution de votre fatigue. Alors, je ne vous embête pas avec cette diapositive, mais vous voyez tout de suite que c'est un peu plus compliqué que l'échelle visuelle analogique. On répond à un certain nombre de questions qui concernent le bien-être physique, le bien-être au travail, le bien-être social, etc. Alors, je pense que vous êtes très bien placé pour savoir que la fatigue, c'est fréquent au cours des Mickey, et les études le démontrent tout à fait clairement. Si on regarde au sein de la population générale, vous croisez et vous interrogez 100 personnes dans la rue, vous allez en trouver 4 à 13 qui sont fatiguées. Alors, ça peut varier en fonction du temps, de la saison, de l'heure de la journée. Si vous allez interviewer 100 personnes qui sortent d'un cabinet de médecine générale, ben on monte un petit peu, on est entre 7 à 30%. Donc, quand vous avez des ranges comme ça, des variations, ça dépend des études en fait. Et puis, au cours des maladies inflammatoires, eh bien, on a des chiffres qui vont de 40 à 80, 85%. Ce qui est très intéressant de constater, vous voyez, c'est qu'on a exactement les mêmes ratios de fatigue au cours des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et au cours des rhumatismes inflammatoires comme la polyarthrite ou la spondylarthrite. C'est exactement les mêmes chiffres qu'on retrouve dans la littérature. Évidemment, cette fatigue, ça s'associe à une diminution de la qualité de vie. Vous savez que la qualité de vie, c'est quelque chose que l'on score maintenant fréquemment, notamment dans les études. Quand on étudie des médicaments, de plus en plus, on souhaite améliorer la qualité de vie. Et donc, la fatigue impacte les scores de qualité de vie, impacte évidemment négativement. Enfin, et ça c'est très important, et c'est une des questions difficiles à résoudre, en tout cas une des choses qui fait qu'on a du mal à comprendre cette fatigue, c'est qu'elle persiste fréquemment en phase de rémission avec 22 à 40% des patients qui, malgré la rémission, donc la rémission, je vous rappelle, c'est le fait, en tout cas pour le gastro-entérologue, d'aller bien. C'est-à-dire que globalement, vous n'avez plus de symptômes en rapport avec l'inflammation. Quand on fait la prise de sang, elle est normale. Si jamais on vous fait un dosage dans les selles de cette fameuse calprotectine, elle est normale. Si on vous fait une coloscopie ou une IRM, votre gastro-entérologue est très content parce qu'il n'a rien vu et pourtant vous êtes toujours fatigué. Alors, il y a eu plein d'études sur la fatigue. S'il faut en citer qu'une, citons l'étude française, Bird, largement faite avec le concours de l'AFA, publiée l'an dernier, donc elle est récente, elle est faite sur un nombre important de patients, près de 1200 patients. Eh bien, vous voyez sur ces histogrammes en vert que la fatigue est présente chez pratiquement la moitié des patients. Et quand on regarde les autres marqueurs, si vous voulez, d'altération de la qualité de vie, on est à 50% en bleu. Si on regarde les marqueurs de dépression, avec des critères, des index tout à fait validés, on est à près de 50% également. Et tout ça entraîne également une perte de productivité au travail. Donc la fatigue s'intègre dans ce qu'on a appelé le fardeau, ce poids sur les épaules des patients Mickey, parfois indépendamment de l'évolutivité de leur maladie. Alors, on en vient aux causes, ou plus exactement là, aux facteurs associés. C'est quoi? Les facteurs associés, c'est qu'on regarde 400 patients fatigués, et puis 400 patients non fatigués, par exemple, et puis on va essayer de voir s'il y a des choses qui les différencient. Alors, il y a des facteurs que j'ai appelés non ou peu modifiables. A priori, la plupart des femmes restent des femmes, même si on change de plus en plus souvent, ça reste quelque chose de peu modifiable. Et les femmes sont plus fatiguées que les hommes dans les études, s'y retrouver également dans les maladies inflammatoires rhumatismales. Il semble également qu'en cas de patients sans emploi ou avec des difficultés financières ou avec un faible niveau socio-éducatif, et bien là encore,
il y a un peu plus de fatigue. Curieusement, finalement, les jeunes sont plus fatigués que les vieux. Donc ça, les vieux comme moi vous diront que ce n'est pas étonnant, mais c'est retrouvé dans les études. On a un peu plus de fatigue également lorsque le diagnostic est récent. Et puis, il n'y a pas beaucoup de différence entre Crohn et RCH, un tout petit peu plus dans le Crohn, mais c'est vraiment pas grand-chose. Autre chose intéressante, vous savez qu'on peut avoir non seulement une maladie inflammatoire, mais également ce qu'on appelle des troubles fonctionnels intestinaux. C'est-à-dire que malgré la rémission, on peut garder des douleurs abdominales, des ballonnements, voire des troubles du transit que l'on attribue au stress, à la modification de la flore intestinale, mais en tout cas, dans l'état actuel de nos connaissances, pas directement à la maladie inflammatoire. Et l'équipe de Nice, de Thierry Piche, avait montré il y a quelques années que quand on avait une colopathie fonctionnelle, on était plus fatigué que finalement quand on ne l'avait pas. Donc, il y a des facteurs associés aux maladies inflammatoires qui fatiguent davantage. Et puis, il y a des choses qu'on peut modifier. Dans les facteurs classiquement associés à la fatigue, quand même, plus la maladie est active, plus vous êtes en poussée et plus vous êtes fatigué. Ça va avec le nombre de rechutes. Et puis, il y a des éléments très importants, très fréquents, sur lesquels on va revenir un peu plus tard, qui sont l'anémie ou la carence isolée en fer. Alors, la carence isolée en fer, c'est une donnée récente, finalement, que ça fatigue. J'ai moi-même écrit ou dit plusieurs fois à la fac, la carence isolée en fer ne donnait pas de fatigue parce que les articles de la littérature scientifique n'étaient pas à même de montrer cela. Et puis finalement, c'est une méta-analyse récente publiée l'an dernier qui nous montre que une simple carence en fer, c'est-à-dire sans l'anémie qui va avec, peut être responsable de fatigue. Juste en aparté, une méta-analyse, c'est quoi? C'est le fait de colliger, de mettre ensemble plusieurs études afin de renforcer le nombre de patients et par là même de renforcer la fiabilité ou la robustesse en termes de statistiques. Donc ça permet de faire dire des choses à plusieurs études quand une ou deux études prises isolément ne permettaient pas de le dire. Autre facteur associé, la surcharge pondérale. Donc ça, c'est important. Quand vous êtes en surcharge pondérale ou en obésité, ça accroît la fatigue. Évidemment, les gens qui souffrent sont plus fatigués. Quand je dis souffrir, c'est au sens organique, littéral du terme. Et j'ai été, pour ma part, étonné de cette notion de douleur, non pas qu'elle soit associée à la fatigue, mais pour mettre en place un programme d'éducation thérapeutique actuellement à la clinique où je travaille, on a fait un petit audit sur une quarantaine de patients pour savoir quelles étaient leurs demandes, quels étaient leurs problèmes. Et j'ai été très étonné finalement de voir que la douleur ressortait comme une question qu'il fallait traiter. Donc la douleur est quelque chose de présent et qui aggrave la fatigue. On l'a déjà évoqué, l'anxiété et la dépression sont des facteurs qui fatiguent et qui s'associent à la fatigue et qui sont très fréquentes, vous l'avez vu, près de 50% des patients, en tout cas dans la littérature, entre 30 et 50% des patients MICI ont des traits anxieux ou des traits dépressifs. Les traitements, on va y revenir. Je cite là corticoïdes et immunosuppresseurs, mais on y reviendra plus tard. Très important, 2 études concordantes relativement récentes nous montrent que les fumeurs sont plus fatigués. Donc, s'il y avait encore une raison supplémentaire pour vous d'arrêter de fumer, eh bien, ce serait celle-ci. Et puis, les facteurs nutritionnels, c'est beaucoup plus débattu. Les gens qui ont une albumine basse, l'albumine, c'est la principale protéine de l'organisme. Elle est sécrétée par le foie. Elle est également, on peut la perdre, si vous voulez, lorsque vous avez des ulcères dans le côlon ou dans l'intestin, c'est-à-dire le propre des maladies de Crohn et des rectocolites hémorragiques. Vous perdez de l'albumine et on peut avoir donc un taux d'albumine bas. Et c'est sans doute associé à la fatigue. On reviendra un peu plus tard sur la vitamine D et la vitamine B12 parce qu'une étude récente montre que un taux de vitamine D bas, ce qui était extrêmement banal et dans la population générale et chez les patients MICI, n'est pas associé à de la fatigue et que quand on corrige ou qu'on surcorrige une carence en vitamine B12, on n'améliore pas la fatigue. Donc, la question fatigue et vitamine est un problème qui n'est pas totalement résolu. Alors, depuis que, grâce à l'AFA, je m'interroge et je regarde ce qui se passe sur la fatigue, je pense qu'on peut classer la fatigue comme un des symptômes essentiels des maladies de Crohn et des rectocolites hémorragiques. C'est-à-dire à côté de la diarrhée, la douleur, le sang dans les selles, des choses comme ça, eh bien, je pense qu'il faut mettre fatigue comme un signe faisant partie inhérente de cette maladie. Mais une fois qu'on a dit ça, on est pratiquement incapable, en tout cas dans le domaine des MICI, de dire quel est le mécanisme qui sous-tend cette fatigue. Finalement, qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire, au niveau biochimique, au niveau neurologique pour entraîner de la fatigue? Alors, il y a des pistes.
C'est pour ça qu'il n'y a que des points d'interrogation. Il y a une équipe hollandaise qui s'est intéressée à ça, qui a regardé si les patients fatigués avaient une production excessive de protéines de l'inflammation, comme le TNF-alpha, l'interleukine 1, l'interleukine 6, et ils ont trouvé qu'effectivement, il y avait un taux excessif, encore plus excessif, puisque ce sont des protéines normalement sécrétées à l'état inflammatoire, mais chez les patients fatigués ou qui restaient fatigués en phase de rémission, eh bien, il y en avait encore plus. Et puis une étude récente, toute récente, là chez les enfants, on nous parle d'un autre facteur qui s'appelle l'IGF-1, on ne va pas développer, mais vous voyez, il y a des études pour essayer de voir ce qui se passe au niveau biochimique pour expliquer. Et puis en fouillant dans d'autres pathologies, j'ai trouvé deux pistes qui pourraient aussi correspondre aux maladies inflammatoires. Le nerf vague, c'est un grand nerf, le nerf vague très important qui traverse quasiment tout le corps. Et il semble que la stimulation du nerf vague ou la non-stimulation du nerf vague pourrait influencer la fatigue au niveau cérébral. Et pour faire le lien avec la maladie de Crohn, notamment, vous savez que Bruno Bonaz, le professeur Bruno Bonaz à Grenoble, a un modèle, fait des études sur ces stimulations du nerf vague dans le traitement de la maladie de Crohn. Donc voilà, au plan neurologique, il se passe peut-être des choses qui lient inflammation, fatigue, Crohn. Enfin, le microbiote, à ma connaissance, dans les maladies inflammatoires, il n'y a pas eu d'études sur microbiote et fatigue. En revanche, dans le syndrome de fatigue chronique, que j'ai très vite abordé en préambule, et bien dans le syndrome de fatigue chronique, il y a une modification du microbiote. Donc là aussi, peut-être qu'on trouvera un jour un microbiote différent chez les patients fatigués par rapport aux patients non fatigués, mais pour l'instant, ces études n'existent pas encore. Alors, on a vu la fatigue comme étant un facteur propre à la maladie, et puis il y a tout ce que la maladie en elle-même entraîne et qui peut aggraver cette fatigue. Alors, on va en parler d'une essentiellement, c'est l'anémie. L'anémie, les carences vitaminiques, et je passerai sur la perte digestive en protéines. Alors l'anémie, c'est extrêmement fréquent, hein, c'est 20 à 80% des patients selon les études, et surtout en fonction du moment de la maladie. C'est d'autant plus fréquent qu'on est au début de la maladie, et un peu plus rare quand on est évidemment en une maladie un peu plus calme et en rémission. Il y a d'autres causes que celles que je liste là, mais ce sont les principales. On peut être anémié parce qu'on ne mange pas correctement, en particulier lorsqu'on ne mange pas assez de vitamine B9 ou de folate, ce qu'on appelle les folates. C'est une vitamine nécessaire à la fabrication des globules rouges par la moelle osseuse, et pourtant dans l'alimentation elle n'est pas facile à trouver, et en plus elle est thermosensible, c'est-à-dire que si vous cuisez un petit peu trop l'aliment, eh bien, on va perdre sa teneur en vitamine B9, et c'est déjà nos alimentations occidentales ne contiennent pas beaucoup de folate, mais quand on a une maladie de Crohn ou une RCH, souvent ce sont des choses qu'on ne mange pas souvent. Alors je cite pêle-mêle les abats, les légumes secs ou les épinards crus. Vous voyez que ce n'est pas des choses que vous devez manger au quotidien, et c'est pour ça les aliments les plus riches en folate. Deuxième cause d'anémie classique, c'est le fait d'avoir une anémie parce que vous n'utilisez pas correctement le fer, vous en mangez suffisamment, à la limite vous n'en perdez pas, mais sauf que l'inflammation chronique entraîne des bouleversements, si vous voulez, au niveau biochimique, qui fait que votre fer n'est pas très bien utilisé. Et ça, l'inflammation chronique, c'est le propre d'une maladie inflammatoire comme le Crohn ou la RCH lorsqu'elle n'est pas en rémission. Troisième possibilité, le fait de saigner, et bien là, ça entraîne une perte en fer régulière, que ça soit par des saignements visibles, c'est une évidence quand on a une rectocolite hémorragique, ça l'est moins quand on a une maladie de Crohn, où on peut avoir des micro-saignements qui ne se traduisent pas forcément par du sang visible dans les selles, mais pourtant une déperdition comme ça chronique de fer. Autre élément qui peut impacter ou donner de l'anémie, la vitamine B12. Là aussi, la vitamine B12, comme le B9, comme le fer, sont nécessaires à la fabrique du globule rouge. Et cette vitamine B12, eh ben, elle peut manquer, notamment quand on a eu une résection de la partie terminale de l'intestin grêle qu'on appelle l'iléon, ou quand on a eu une atteinte inflammatoire chronique de cette partie-là. Et sans doute que beaucoup d'entre vous savent que c'est la zone la plus souvent atteinte au cours de la maladie de Crohn. Donc finalement, au cours d'une maladie de Crohn opérée ou d'une maladie de Crohn un peu chronique de l'intestin grêle terminal, il faut se méfier qu'il n'y ait pas une malabsorption de la vitamine B12, c'est-à-dire que vous mangez suffisamment de vitamine B12, qui est contenue dans notamment tout ce qui est produits animaux, mais en revanche, elle est incapable d'être absorbée par votre organisme parce que son petit port d'attache qui se situe dans l'intestin grêle terminal n'est pas actif. Enfin, et c'est plus rare, les anémies
d'origine médicamenteuse. Je cite là, encore une fois, les folates sous méthotrexate. Le méthotrexate est un médicament immunosuppresseur qu'on utilise au cours de la maladie de Crohn, qui consomme des folates. Donc, normalement, votre praticien est censé vous prescrire systématiquement une supplémentation en folate et en vitamine B9 lorsqu'on prend du méthotrexate. C'est la même chose chez les patients avec polyarthrite rhumatoïde, par exemple. On en vient donc aux médicaments. Le médicament, c'est le coupable idéal souvent. On l'aime pas beaucoup, il faut se l'injecter, il faut le prendre, il faut y penser. Pourtant, pour nous, vu de notre chapelle de Toubib, c'est ce qui permet de vous mettre en rémission ou de vous maintenir en rémission. Mais on ne peut pas nier qu'un certain nombre de ces médicaments, ou dans certaines circonstances, peuvent fatiguer. Les corticoïdes d'abord, vous savez qu'il y a un effet doping évident des corticoïdes, de très nombreux Tours de France se sont gagnés sous corticoïdes, mais pourtant au long cours, c'est probablement source de fatigue, et en particulier, lorsqu'on arrête les corticoïdes, on peut avoir un phénomène qu'on appelle d'insuffisance surrénale, c'est que finalement vos petites glandes situées au-dessus des reins deviennent incapables de produire les corticoïdes naturels dont on a besoin au quotidien. On a besoin d'environ 5 mg de corticoïdes tous les jours pour maintenir le rythme veille-sommeil, la réaction au stress, la tension et toutes sortes de choses. Eh bien, quand vous avez été longtemps sous corticoïdes, cette petite usine est mise au repos par l'ordinateur central, le cerveau, et elle a parfois du mal à redémarrer. Et un des premiers signes, c'est la fatigue. Donc, il faut toujours penser, quand on a un coup de fatigue à l'arrêt ou à la diminution des corticoïdes, à cette insuffisance surrénale. Deuxième médicament en source de fatigue, incontestablement le méthotrexate, et notamment au début du traitement, et notamment... Vous savez que le méthotrexate s'administre une fois par semaine, que ce soit par la bouche ou en injection, notamment le jour ou le lendemain de l'injection. Malheureusement, certains patients restent fatigués, parfois 2-3 jours après l'injection, et il m'est arrivé d'interrompre le méthotrexate juste sur ce critère fatigue. L'Immurel et le Purinétol, des médicaments très fréquemment utilisés comme immunosuppresseurs au cours de ces maladies, fatiguent aussi, mais alors là, pour le coup, c'est vraiment au cours des premières semaines, de 4, 6, 8 semaines maximum, et dans l'immense majorité des cas, cette fatigue s'atténue. Non pas qu'on s'habitue, mais je crois vraiment qu'il se passe quelque chose qui fait qu'on est moins fatigué. Et de mémoire, je n'ai jamais arrêté ces traitements-là, juste sur le critère fatigue. Pour les anti-TNF, là, c'est un peu plus... Les études sont un peu discordantes. Dans toutes les premières études qui ont validé l'efficacité des anti-TNF, c'est-à-dire le Remicade, l'Humira, et puis maintenant les biosimilaires, Inflectra, Remsima, Flixabi, dans toutes ces études-là, il y avait une amélioration de la qualité de vie, et souvent dans ces index de qualité de vie, une amélioration de l'état de fatigue. Et puis, il y a une méta-analyse, encore une, de 2015, qui trouve une association entre la prescription des anti-inflammatoires et des scores de fatigue élevés. Alors la question là, c'est finalement la poule et l'œuf, encore une fois, c'est finalement est-ce que les gens traités par anti-TNF sont plus fatigués parce qu'ils ont une maladie plus sévère, celle qu'on traite de façon privilégiée par anti-TNF, ou est-ce que c'est un lien avec le traitement lui-même? On n'a pas encore la réponse à l'heure actuelle. Moi, j'ai quand même le sentiment que les anti-TNF ont plutôt un effet bénéfique, évidemment lorsqu'on répond au traitement sur la qualité de vie et donc la fatigue. On ne peut pas ignorer la fatigue psychologique, que j'ai appelée témoin d'un mal-être. Et d'ailleurs, dans le score FACIT, on vous parle de bien-être, et donc, évidemment, l'opposé, c'est le mal-être. Mal-être au sens psychologique. On l'a déjà abordé plusieurs fois, je le redis, mais dans les patients, enfin dans les MICI, on a beaucoup plus de troubles de l'humeur, de 30 à 50% dans l'étude Burn, des troubles du sommeil, évidemment, mal dormir, ça expose à de la fatigue, et plus de troubles fonctionnels. Je vous ai dit tout à l'heure que ça fatiguait davantage d'avoir des troubles fonctionnels. Donc, il y a une association privilégiée entre les MICI et ces autres symptômes. Pourquoi? Je pense que vous êtes plus à même et mieux à même que moi d'y répondre. J'ai listé des choses, mais évidemment, les hospitalisations itératives, les examens qu'on vous demande, les arrêts de travail que cela entraîne, les douleurs chroniques, les phénomènes de désocialisation, c'est-à-dire le fait d'avoir peur de sortir parce qu'on ne va pas trouver de toilette ou de ne pas savoir quoi manger, donc on n'ose pas aller au restaurant. Évidemment, les peurs de la rechute, l'inquiétude sur l'avenir, tout ça, ce sont des choses qui vont impacter le niveau de stress et même parfois aller jusqu'à la dépression. Et puis, il y a des peurs
plus spécifiques des maladies inflammatoires de l'intestin. Les premières, elles sont valables pour toutes les maladies chroniques quasiment. Mais dans la maladie intestinale, il y a deux peurs majeures. On peut même en associer une troisième, c'est la peur du cancer, la peur de la stomie, c'est-à-dire de la poche, et la peur de perdre son côlon. Voilà, tout ça induit des problèmes relationnels, je vous l'apprends pas, qui évidemment sont source d'un état de stress ou de dépression ou de pseudo-dépression, ou en tout cas pas loin de la dépression. Alors sur ces symptômes-là, il y a une équipe qui s'est attachée à voir si on avait des psychothérapies qui marchaient. Alors oui, il y en a. Alors je vous les livre comme ça. C'est les thérapies de résolution des problèmes ou des thérapies brèves axées sur la recherche de solutions. Donc vous voyez que ce sont des thérapies très très spécifiques. C'est pas forcément facile de trouver un praticien, un thérapeute qui les pratique. L'équipe qui regardait ça trouvait que ça marchait bien sur la fatigue, hein, juste sur le symptôme fatigue à 3 mois, avec malheureusement un petit épuisement à distance. Donc c'est sûrement des thérapies qui doivent être reconduites. Voilà, encore une fois, ces choses-là ont été un peu étudiées, mais par quelques petites équipes seulement, il n'est pas forcément facile de trouver les praticiens qui les pratiquent. On en vient à la dernière partie qui aborde tous ces petits trucs, mais je serai prêt à en discuter avec vous après, tous ces petits trucs qui peut-être permettent de limiter ou de coopérer avec sa fatigue. Alors d'abord, je vais dire prioriser. C'est-à-dire que finalement, il va falloir que vous fixiez peut-être, en période de fatigue, ce qui vous paraît important de faire, avec des priorités à la journée ou hebdomadaire, en gardant de l'énergie pour ce qui doit être absolument fait, sans oublier de garder de l'énergie pour ce que vous avez vraiment envie de faire. Il y a deux choses différentes, c'est-à-dire donner la priorité aussi aux activités, aux actions qui font plaisir. C'est important dans ce contexte de fatigue. Moi, je fais des to-do list. Je trouve que c'est bien la to-do list. Ça permet de savoir ce qu'on doit faire dans la journée, de barrer au fur et à mesure. À la fin de la journée, quand on a tout barré ou presque, on est plutôt content de soi. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent être faites. Il faut s'adapter à la fatigue, c'est-à-dire qu'il faut l'accepter aussi de temps en temps, prévoir éventuellement des petits moments de repos dans la journée, pas hésiter à faire une sieste. La classique sieste de 20 minutes, elle est, semble-t-il, très réparatrice. Et puis, il faut tenir compte de son rythme. On n'a pas tous le même rythme. Il y en a qui se lèvent tôt, d'autres qui se lèvent tard. On est plutôt fatigué parfois après le repas ou pas. Donc ça, il faut essayer de régler votre journée en fonction du rythme. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire en vous connaissant davantage. Déléguer, c'est sûrement important. Alors, c'est évidemment plus facile quand on est bien entouré. C'est évidemment plus facile lorsque l'entourage est au courant des maladies et a compris le poids que cela représentait. Et donc, des tâches comme la cuisine, les courses, le ménage peuvent être tout ou en partie déléguées à l'entourage, voire à des professionnels d'aide à domicile dans certaines communes. Il faut évidemment impliquer pour ça les conjoints, les amis, les membres de la famille. Parfois, organiser la garde des enfants, c'est formidable, les enfants, mais on sait à quel point ça peut être fatigant. Et donc, de temps en temps, faut se garder des moments, des moments à soi. Et puis, il ne faut pas oublier de dormir. Et puis de tout faire pour dormir correctement, puisque déjà on sait qu'il y a des troubles de sommeil. Si je vous ai dit tout à l'heure que ce type de fatigue était parfois mal soulagé par le sommeil, mais si en plus vous dormez mal, eh bien on va aggraver les choses. Donc il faut respecter son rythme, c'est ce que j'appelle ne pas louper le train. En vieillissant, on apprend à quelle heure passe le train. Il faut que vous sachiez aussi. Voilà, si vous avez, on s'endort parfois très facilement à 11h30 et extrêmement difficilement à 1h30, alors qu'on est objectivement plus fatigué. Il faut adapter l'obscurité de sa chambre en fonction de ce que vous préférez. Il y a des gens qui adorent le noir complet et puis d'autres qui aiment bien avoir un petit jour qui passe par la fenêtre ou par la porte. Ça, vous faites comme vous voulez. Il faut évidemment limiter les écrans. Les écrans, c'est mauvais pour les enfants, c'est évidemment mauvais pour les adultes. Les écrans le soir, éteindre le portable, la lumière bleue, tout le monde en parle, mais je pense que quand on est fatigué, il faut tenir compte de ces petits trucs aussi et éviter ce type de choses. Il n'y a rien de mieux finalement pour préparer votre cerveau au sommeil qu'un bon livre plutôt qu'une série sur l'écran, même si c'est moins marrant. Évidemment, éviter les excitants le soir, alcool, café, thé, cola ou boissons énergisantes. Et puis, on va parler du sport ou de l'activité physique juste après. Il semble quand même qu'une activité physique trop soutenue, un peu tardive, genre le jogging de 21h, ça ne soit pas forcément top pour s'endormir.
Alors, je termine avec la fatigue, avec l'activité physique, parce qu'il y a très très peu de données dans les maladies inflammatoires et pourtant c'est sûrement une piste très 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 intéressante à développer. Il y a eu plusieurs enquêtes sur l'activité physique chez les Mickey. J'en cite une là, de Philippis récente, 227 patients. Ben, vous voyez, près de la moitié, et pourtant des patients, en majorité des patients jeunes, limitaient leur activité physique pour toutes sortes de raisons, mais la première d'entre elles, c'était la fatigue. Donc la fatigue fait qu'on fait plus de sport. Et pourtant, je vais essayer de vous dire que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que pour limiter la fatigue, il faut faire du sport, ou en tout cas avoir un minimum d'activité physique. Donc il n'y a pas d'études dédiées dans les Mickey sur l'intérêt du sport, mais on a quand même de plus en plus d'arguments dans la littérature, que ce soit dans d'autres pathologies inflammatoires ou même dans le cancer, donc qui sont des pathologies évidemment sévères et associées à beaucoup de fatigue, pour penser que l'exercice physique aurait un rôle immunomodulateur. C'est que finalement, par rapport aux cytokines, par rapport à vos globules blancs, à tout ce qui déconne un peu au cours des maladies inflammatoires de l'intestin, eh bien, peut-être que l'exercice physique régulier, pas l'exercice physique brutal, hein, mais l'exercice physique régulier pourrait avoir un rôle bénéfique de ce côté-là aussi. Donc finalement, faire du sport, non seulement limite la fatigue, ça a été démontré dans le cancer, ça a été démontré dans certaines maladies inflammatoires, mais peut-être même aiderait un peu l'activité des médicaments toujours. Alors, je pense qu'on peut désormais suggérer de cet exercice physique régulier, qu'il faut évidemment l'adapter à ses capacités. Il est hors de question de faire des choses dont on n'est pas capable. Il faut le faire. Surtout, ce qui compte, c'est de le faire régulièrement. Il vaut mieux faire un petit peu régulièrement que beaucoup brutalement et puis s'arrêter à nouveau pendant 15 jours. Alors, j'en ai presque fini. Ça fait une demi-heure que je parle, donc je vais vous laisser un petit peu de temps. Mais voilà ce qu'on a appelé les 10 commandements avec les gens de la FA avec lesquels on a travaillé l'an dernier, l'été dernier sur le sujet. Et vous trouvez ces fiches dans Mickey Connect. Évidemment que la première des choses à faire, c'est mettre la maladie en rémission. Si vous avez toujours une maladie active, la fatigue aura du mal à disparaître. Deuxième chose, sevrer en corticoïdes. Vous savez qu'on n'aime pas du tout les corticoïdes, ou en tout cas le moins souvent, le moins longtemps, et que dans tous les essais thérapeutiques, le sevrage en corticoïdes fait partie des critères principaux que l'on étudie. Il faut arrêter de fumer. Et ça, c'est valable pour le Crohn ou pour la RCH. Arrêtez de fumer. Ça va améliorer votre inflammation, ça va diminuer votre fatigue. Manger normalement et diversifié. Facile à dire, vous me direz-vous. Mais si votre intestin le permet, si vous n'avez pas de sténose, si vous avez une maladie qui n'est pas active, eh ben oui, il faut aller le plus possible vers le normal et diversifié pour limiter la dénutrition, pour limiter les carences vitaminiques. Il faut évidemment corriger l'anémie. Il faut corriger les carences identifiées. Donc la carence en fer, c'est la plus fréquente d'entre elles. Il faut la corriger par voie orale ou par voie intraveineuse lorsque c'est pas toléré. Pour les autres carences vitaminiques, je l'ai vite abordées. Elles sont fréquentes, hein, vitamine D, vitamine B9, vitamine B12, même vitamine C ou d'autres, sélénium, magnésium, etc. Il faut sûrement les corriger, mais pas attendre forcément qu'en les corrigeant, votre fatigue disparaisse, parce que pour l'instant, les études ne permettent pas de dire ça. J'ai mis seulement en 6e point, vous voyez, évaluer l'intérêt d'une baisse des doses de médicaments, de leur interruption ou de leur changement. Et évidemment, seulement avec le praticien. Donc, osez aborder ça avec le gastro-entérologue qui s'occupe de vous, mais ça doit se faire de concert, en réfléchissant aux tenants, aux aboutissants, au rapport bénéfice-risque, etc., etc. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. On peut baisser les doses, mais on peut aussi parfois modifier les horaires de prise. Par exemple, pour l'Imurel, que j'ai classiquement l'habitude de donner en une fois le matin, eh bien, il y a certains patients qui supportent beaucoup mieux si je leur donne en plusieurs fois ou si je leur donne tout le soir. Donc ça peut être discuté. Il ne faut pas oublier d'aborder les problèmes psychologiques. Donc, je vous ai cité quelques thérapies, quelques psychothérapies qui avaient démontré leur intérêt, mais il y en a probablement d'autres qui valent le coup d'être essayées. Donc les coachings, les psychothérapies, l'hypnose, et puis quand vraiment on s'en sort pas, les traitements médicamenteux que je peux pas défendre, hein, les antidépresseurs, les anxiolytiques, mais qui sont parfois malheureusement nécessaires lorsque vraiment on peut pas remonter la pente. Faut éviter tout ce qui concourt à la désocialisation. Donc, nous, notre boulot, c'est d'éviter les hospitalisations et je pense qu'on y arrive de plus en plus quand même. Il faut essayer de limiter les arrêts de travail parce que je pense que travailler, ça fait sortir, ça fait voir des collègues et c'est plutôt utile. Il faut sortir, il faut aimer et
je conclurai par faire du sport, puisque j'ai insisté dans une de mes dernières slides sur le fait de faire du sport ou de l'exercice physique. Donc n'importe lequel, hein, ça peut être de la marche, ça peut être de la natation, ça peut être de la pole dance, ça peut être du step, vous faites ce que vous voulez, mais régulièrement, en reprenant progressivement, parce que souvent il y a eu une période d'arrêt et que la reprise est pénible, et puis sans chercher la performance, parce qu'on n'est pas là pour ça. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation formelle et maintenant je vais essayer de répondre à vos questions avec l'aide d'Alain et de Marion. Merci. Alors, merci Dr Kavicki sur cette présentation très complète. Alors, moi, j'ai envie, le temps que Marion collige un petit peu vos questions, j'ai envie de vous poser une question. C'est pourquoi c'est si compliqué d'en parler ou de recueillir en tout cas l'écoute, je dirais, un petit peu sensible de son médecin. Parce que ce qui nous revient le plus souvent, justement, des malades, c'est, j'ai testé aussi, quand on dit au médecin qui a fait ses 12 heures de consultation, docteur, je suis fatigué, c'est vrai qu'on a du mal à se faire entendre, souvent, et pourtant, j'ai l'impression qu'il a fallu vraiment qu'il y ait les résultats de l'étude Bird qui avait été menée, effectivement, vous l'avez cité, pour avoir cette reconnaissance un petit peu ou une écoute un peu particulière des gastro-entérologues. Alors pourquoi c'est si compliqué, cette fatigue, justement? Alors, il y a plein de raisons. La première, c'est que finalement, alors désolé, désolé pour cette interruption du son et de l'image. J'espère que tout le monde n'est pas parti, effectivement, sont des joies du direct. Donc, on disait, enfin, on se posait la question de savoir pourquoi c'était si difficile d'aborder la fatigue. Donc, je vous ai dit, d'abord, les gastro-entérologues, je pense que les médecins en général sont pas bien formés à parler de ça. Deuxièmement, comme je vous ai dit, il y a d'innombrables causes possibles et que quand on ouvre cette boîte en fin de consultation, le gastro va se dire, oh là 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 là, j'en ai encore pour 20 minutes là si on veut partir là-dedans. Et puis, troisièmement, on n'a pas souvent les solutions. Donc, finalement, les 4 questions qu'on a posées initialement, à quoi c'est dû, comment l'évaluer et comment l'améliorer, eh ben, on manque encore cruellement de solutions. Donc, en fait, toutes les questions qui mettent mal à l'aise votre praticien, il va pas les aimer. Une question, par exemple, c'est pourquoi mon gastro-entérologue, ou certains, on va dire, nie que la fatigue est liée à la maladie et au traitement. C'est vrai que... Alors, je pense que nier que la fatigue est liée à la maladie, c'est plus possible. À l'heure actuelle, c'est plus possible. Par rapport au traitement, non pas que je comprends un petit peu ce qu'il y a derrière le fait qu'on nie. C'est-à-dire qu'on a toujours peur que le patient interrompe son traitement dans son coin en lui attribuant des effets indésirables, à tort ou à raison. Et donc, lorsque le praticien va dire bah oui, c'est votre traitement qui fatigue, il va vous apporter de l'eau au moulin finalement pour interrompre le traitement. Et pour nous, c'est un peu la pire des choses. Donc, il faut que ça soit dans le dialogue parce que, comme je vous l'ai dit, on peut être d'accord sur le fait que les médicaments fatiguent. En revanche, que la solution soit de l'interrompre du coup et puis de plus rien prendre, c'est probablement pas la bonne solution. Est-ce qu'il y a des facteurs, justement, qui peuvent expliquer que la fatigue est liée à la maladie ou à une autre cause? Est-ce que comment dissocier? C'est une question et pas mal de gens se posent la question. C'est extrêmement difficile. Lorsque vous êtes en poussée inflammatoire ou au début de la maladie, on va, par simplification, considérer que c'est la maladie qui est responsable de cette fatigue. En revanche, quand ça fait 3 ans ou 4 ans que vous connaissez votre maladie, que vous avez un traitement qui vous permet d'aller bien ou relativement bien, que votre prise de sang est normale, encore une fois, que votre coloscopie est normale, là, la fatigue, on a du mal à l'attribuer directement au syndrome inflammatoire puisqu'il n'existe plus. On a corrigé les carences, si vous êtes bien suivi, vous n'avez plus d'anémie. Donc, évidemment, il y a d'autres facteurs qui sont soit intrinsèques à la maladie, et qu'on n'explique encore pas, hein. On a parlé du microbiote, on a parlé un petit peu comme ça des cytokines, ou bien aborder la fatigue psychologique à ce moment-là. Alors, une autre question, comment concilier travail à temps plein et fatigue, justement? Quand on travaille beaucoup, c'est compliqué. Oui, là, c'est extrêmement compliqué. Très honnêtement, je ne suis
pas sûr d'être le mieux placé pour répondre à cette question-là. C'est le rôle du médecin du travail. C'est le rôle du médecin du travail ou de votre relation, si elle est correcte avec le médecin du travail. Encore faut-il que vous ayez un médecin du travail où vous puissiez le voir régulièrement. Mais il nous arrive quand même très souvent de faire des certificats pour obtenir des adaptations du poste de travail, que ce soit sur le déplacement, que ce soit sur le type de poste, ou d'obtenir un temps partiel, un 80%. Oui, bien sûr. Et la fatigue est souvent ce qui pousse le patient à nous demander ces certificats et ensuite essayer de s'arranger avec son employeur, avec le médecin du travail pour mettre en place des adaptations de poste. Évidemment, la fatigue est une des premières choses qui arrive à ça. Alors, une autre question plus simple peut-être, avoir constamment une tension basse peut être signe de fatigue chronique. Non, je crois qu'on peut dire non. Voilà, il y a des gens qui ont une tension basse, c'est plutôt pas mal. A priori, ça n'a pas de rapport direct avec la fatigue, sauf si vous avez une tension très très basse, mais qui peut être un signe de maladie, ou que vous avez une tension, vous savez, ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire que quand on se lève un peu brutalement, on a la tête qui tourne un petit peu parce que les mécanismes qui permettent de remonter la tension quand on se met debout sont pas très opérants. Donc là, on a un petit coup de moins bien sur le coup, mais non, c'est pas associé à la fatigue. Vous avez parlé du microbiote dans les Mickey. C'est vrai que c'est une piste qui se précise, on va dire, mais qui est encore méconnue, voire beaucoup trop méconnue par les gastro-entérologues. Alors, la question, la prise de probiotiques peut-elle nous aider à lutter contre la fatigue chronique? Trop tôt pour répondre. Évidemment, trop tôt pour répondre. La piste du microbiote, elle est intéressante dans les maladies inflammatoires et dans toutes sortes de pathologies. Vous savez que la piste du microbiote, elle est utilisée dans la dépression, dans des maladies neurodégénératives, dans le diabète, dans la stéatohépatite, dans l'alcoolisme même. Donc, le microbiote semble lié à d'innombrables pathologies. On commence à dresser la carte, et l'équipe d'Harry Sokol y est pour beaucoup, dresser la carte de ce qui se passe au cours des maladies inflammatoires, que ce soit le Crohn et l'RCH, et ce n'est pas tout à fait la même dysbio, c'est le même déséquilibre de la flore intestinale, mais aller au sein de ces dysbioses particulières, identifier quel serait l'équilibre bactérien ou le déséquilibre bactérien qui permettrait d'améliorer la fatigue ou d'aggraver la fatigue, ça pour l'instant c'est trop tôt. Donc on ne sait déjà pas ça, donc on sait encore moins quels sont les probiotiques, c'est-à-dire que finalement, quelles sont les bactéries qui permettraient d'améliorer ça. Et ça, c'est toute la limite des probiotiques en ce moment, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup sur le marché. Pour la plupart, ils n'ont fait l'objet d'aucune étude, ni dans les maladies inflammatoires, ni dans une autre. On n'est même pas sûr qu'ils arrivent toujours bien vivants au site d'action, c'est-à-dire intestin, grêle et surtout côlon. Et pourtant, on les prend. Alors, si à l'échelle individuelle, si ça vous permet d'aller mieux, alors là, encore une fois, continuer, c'est très bien. En revanche, je ne peux pas soutenir, dans l'état actuel des connaissances, le fait de prendre un probiotique pour être moins fatigué. Alors, une question, on a parlé du nerf vague tout à l'heure. Alors, je rappelle qu'il y a quelques AFA Magazine, quelques numéros, nous avions eu une interview exclusive du professeur Bonaz de Grenoble qui nous expliquait le nerf vague et l'impact, évidemment, dans les Mickey. C'est une étude d'ailleurs qui avait été financée largement par l'AFA. Donc, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur la fatigue par rapport au nerf vague, où on vous renvoie au numéro de la FAMAG qui était assez précis là-dessus. On prévoit d'interviewer Bruno Bonaz et je crois que vous avez mais c'est notre vice-président qui fait tous les films de la Web TV de l'AFA, je crois qu'il avait quelque chose sur le nerf vague. Donc je pense que vous devrez aller farfouiller dans la Web TV de l'AFA, je crois que vous avez quelque chose. En tout cas, sur un numéro de la FAMAG, il y a 3-4 numéros, on avait une interview, je crois que c'était en septembre dernier là-dessus. Alors, une question que je trouve extrêmement intéressante. Comment expliquer sa fatigue à son entourage? C'est sûrement compliqué. C'est sûrement compliqué parce qu'on peut tous être fatigués à un moment donné pour des raisons qui paraissent aux autres plus ou moins valides. Et donc finalement, c'est à quel point votre entourage connaît votre propre maladie. Et ça, grâce éventuellement à l'AFA, votre entourage
connaît bien la maladie, eh ben, cet entourage sera plus à même de comprendre que vous êtes fatigué. Voilà, on dit je suis fatigué, eh ben, on a toujours quelqu'un pour dire ah bah, toi tu crois que je suis pas fatigué moi. Donc c'est vrai que la notion de fatigue aussi, parce qu'elle est subjective, et difficilement quantifiable, c'est pas une prise de sang qui va dire je suis très fatigué ou je suis pas fatigué. C'est forcément la qualité de la relation avec vos proches qui va permettre qu'ils l'acceptent et qu'ils la comprennent. Et ça, j'ai pas de recette. Il y avait une question sur la fatigue psychologique, mais qui a été traitée effectivement. Mais en parler, enfin, je crois une des choses que vous savez, c'est que ne jamais rester seul avec sa maladie, s'enfermer avec sa maladie, c'est pas une bonne chose et il vaut mieux partager. L'AFA a des espaces d'écoute, évidemment, vous en trouvez autour de vous, mais c'est vrai que moi j'ai constaté quand même dans les écoutes liées au travail que très souvent les arrêts maladie, finalement, suite à une interruption d'un mois pour une opération, etc. C'était ce retour au travail, la mise au placard, etc. Il y avait la pression qui faisait que il y avait un impact psychologique au travail qui était plus génératrice d'arrêt de travail finalement que la maladie elle-même ou les conséquences de la maladie. Donc c'est vrai que le poids psychologique, il peut venir de toutes parts et abreuver, si j'ose dire, cette fatigue qui est déjà liée peut-être sous-jacente à la maladie. C'est ça qui est compliqué dans ces éléments-là. Oui, comme vous le dites, Alain, la fatigue psychologique, elle a évidemment plein de causes possibles qui peuvent venir du travail, qui peuvent venir des proches, qui peuvent venir des enfants, qui peuvent venir de ce qu'on a en nous-mêmes. Hein, et parfois, la dépression, c'est quelque chose d'endogène, c'est quelque chose qui vient de nous. Les gens disent, mais il n'y a aucune raison que je sois dépressif, tout va bien, mes enfants sont formidables, ils sont élevés, mon mari est aimant, etc. Je gagne correctement ma vie, j'ai pas de problème. Pourtant, je suis dépressif. Oui, c'est plus complexe que ça, la dépression. Et donc, la fatigue psychologique, il y a des causes extrêmement multiples. Effectivement, ne pas en parler, c'est probablement pas bien, mais c'est difficile d'en parler. D'abord parce qu'il faut l'accepter soi-même, que ça puisse venir de ça. Et souvent, c'est une démarche que le patient a du mal à faire. Et puis après, il faut trouver le praticien en face qui soit capable d'écouter. Si déjà votre gastro-entérologue a du mal à entendre que vous êtes fatigué, il risque d'avoir du mal à entendre ou du mal à résoudre, parce qu'il n'est pas formé pour ça, un problème d'anxiété pathologique ou de dépression. Le généraliste, peut-être un peu plus. Et puis après, il faut se tourner vers des praticiens spécialisés dans tout ce qui est prise en charge et psychothérapie. D'accord. Eh bien, écoutez, on a épuisé le jeu des questions. En tout cas, n'oubliez pas, il y a toujours des personnes à l'AFA qui sont à votre écoute, y compris si vous voulez parler de votre fatigue, bien sûr. Vous pouvez retrouver le docteur Kavicki dans le module fatigue sur Miki Connect. Vous avez des fiches qui sont à votre disposition, qui vous expliquent, qui reprennent en détail toute cette problématique ou ces problématiques liées à la fatigue. Quelques films aussi, puisque on peut vous retrouver là-dessus. Vous pourrez évidemment revoir cette présentation et cette soirée en replay tout au long de l'année, si vous avez des doutes. En tout cas, vous nous retrouverez sur Internet rapidement. On vous retrouve, Dr Kavicki, bientôt à Paris pour le salon. Ça sera le samedi 13 octobre où vous ferez une conférence justement liée à la fatigue. Donc, avec une exactement là-dessus. Je voulais quand même remercier dans cette soirée la Direction générale de la santé du ministère de la Santé qui soutient ces soirées, ces nouvelles soirées. Donc, il faut le dire de temps en temps. L'actu de l'AFA, donc on a parlé du salon. N'oubliez pas de vous inscrire. Il y a déjà plus de 800 inscrits. L'année dernière, nous étions près de 1600. Donc n'hésitez pas. Il y a encore une vingtaine de conférences. Mais la nouveauté cette année, vous pouvez retrouver l'AFA encore dans 10 salons en région. Donc regardez sur le site de l'AFA. Je vous ai parlé évidemment de Miki Connect. Je pense que tout le monde connaît Miki Connect aujourd'hui, où vous retrouvez le module fatigue du Dr Kavicki. Et ensuite, un autre, on a parlé du microbiote, on l'a évoqué. Donc, vous avez une série de conférences faites aussi avec un de nos partenaires sur Ma santé passe par mes microbiotes, de l'enfant à l'adulte, voir un petit peu si vous voulez essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe par ce microbiote. Donc, par exemple, à Paris, une soirée le 2 octobre, mais il y a à peu près une quinzaine de villes en France. Donc, vous retrouvez ça dans l'actualité de votre région sur le site internet de l'AFA. Donc, je terminerai en reprenant le mot de notre présidente. Si vous aimez l'AFA, soutenez l'AFA et n'hésitez pas à adhérer à l'AFA.
Merci, Dr Kavicki, en tout cas, d'être avec nous ce soir. Et à très bientôt pour une nouvelle édition dont vous retrouverez le programme sur votre AFA Magazine et bien sûr sur le site de l'AFA. Bonne soirée à vous.